Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie encore de Zachary Marcotte et Zach Guillemette et également de Sébastien Poirier, le DG des Rebelles qu'on va analyser aujourd'hui. Ça va bien, Sébastien? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Donc, le Rebelle de Québec. Ensuite, on va faire un petit tour de la Ligue et on aura une petite analyse sur Xavier Villeneuve par Zach Guillemette. Donc, premièrement, Sébastien, j'aimerais savoir c'est quoi que tu veux faire avec ton équipe. Est-ce que c'est une équipe que tu veux essayer de faire gagner la Coupe puis partir en reconstruction ou viser la Coupe cette année? Moi, c'est sûr que je suis comme un peu le Lightning de Tampa Bay dans la vraie vie. Les choix au repêchage, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas, c'est des lancements de dés. Donc, c'est pour ça que, comme tu montres présentement, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment misé sur le court moyen terme. Je vise la Coupe cette année ou dans les prochaines années, ça c'est sûr et certain. Oui, on a vraiment des gros joueurs d'expérience dans l'équipe, tels que Nathan McKinnon, qu'on se rappelle qu'on a été chercher dans une transaction, Rupert Hintz. Je pense que c'est une équipe qui est quand même bien bâtie, une équipe qui devrait être meilleure selon moi, qui sont présentement 11e, mais qui sont classés 5e. C'est ça, ils devraient être pas mal meilleurs, je pense. Au niveau des joueurs, c'est ça. Si on regarde devant le filet, c'est Dustin Wolf, mais je pense qu'on veut essayer de faire une transaction pour aller chercher Connor Hellebuck. Peux-tu nous parler un peu de cette transaction-là? Exactement. L'information a malheureusement été divulguée. Oui, je suis pour parler, pour aller chercher le Buck. Malheureusement, il y a une clause de non-échange qui fait en sorte que, vu que je suis exclu du top 10, je ne peux pas aller le chercher. Donc, je mise pour la performance de mes joueurs dans les prochains matchs pour pouvoir remonter dans le classement. Parce que oui, je ne voyais pas mon équipe en dehors du top 10, ça c'est sûr et certain. Si on regarde les finances, toi, Zach, je sais pas si tu vois peut-être des contrats qui sont trop hauts ou qui sont très bas. Ben écoute, moi, je peux te dire, en analysant cette équipe-là, les Rebelles de Québec, c'est une équipe bien gérée. Écoute, un DG qui discute avant de ses joueurs, avant de signer des contrats, fait que les joueurs prennent une baisse de salaire, il leur dit les objectifs. Tu sais, ça aide l'équipe à construire une mentalité de gagnant. Il y a des joueurs qui laissent de l'argent sur la table pour gagner. Moi, je repère pas vraiment de mauvais contrats. À la limite, il y a des contrats qui sont payés à leur juste valeur, mais selon moi, vraiment aucun mauvais contrat. Donc, moi, j'ai spoté un bon contrat, c'est Ivan Barbachev, 3,5 millions, qui est présentement 87 overall. C'est vraiment pas cher payé pour un joueur 87. Sinon, si on en regarde, c'est pas mal, comme tu dis, des contrats qui font du sens, qui sont payés comme il faudrait. Sinon, si on regarde le calendrier ces temps-ci, toi, Zachary, est-ce que le mois de novembre, tu qualifierais que ça a été bien pour les Rebelles ou qu'il y a vraiment des choses qui devraient se replacer? Bon, donc du côté des Rebelles, c'est sûr qu'on a traversé une séquence très difficile pendant le mois de novembre. On voit déjà au départ les Vipers, dernière équipe de la Ligue, qui réussissent à battre les Rebelles. Sinon, à part de ça, on a connu une belle séquence par la suite. On a finalement réussi à battre les Panthers, mais c'est après que ça s'est gâché un peu là, avec les Nordiques, les Cousins, les Falcons, les Mean Machines, Léviathan, les Cascades Élites. Ça a été un mois très difficile pour les Rebelles, mais je crois en eux. Je sais qu'ils peuvent se replacer. Puis si on regarde leur mois de décembre, je crois que le calendrier est pas si pire que ça. Euh, Ouais, donc on a les Sénateurs, Chevaliers, Black Hawlers, Indians. C'était des games qui sont quand même faciles pour les Rebelles, les Cousins aussi, malgré qu'ils peuvent être surprenants. Les Rapaces, mais c'est surtout leur fin de mois, là, 2 fois les Canadiens, les Marquis et les Rinkrats. Mais sinon, à part de ça, beaucoup d'équipes faibles. Donc je crois vraiment aux chances des Rebelles de revenir dans le top 10. Oui, effectivement, c'est pas des gros clubs, mais il y a des gros clubs là-dedans, dont Marquis, Rinkrats et Canadiens. Ensuite, si on regarde un peu au niveau des statistiques, toi, Sébastien, tu penses qu'il y a des joueurs là-dedans qui pourraient en donner plus? Ben, c'est sûr que, comme j'arrête pas de dire, Nathan McKinnon, c'est tellement pas le reflet de la réalité. Là. 19 points en 23 games, moins 13.
Si on regarde en vraie vie, là, il est rendu à 24 buts non, 22 buts en 24 matchs, je pense. Il est plus 46 dans la vraie vie, je ne me trompe pas. Là. Écoute, il ne me donne vraiment pas le rendement. Là, il est plus 35, 49 points. Donc, il ne me donne vraiment pas le rendement qu'il devrait me donner. Donc, ça a été un des débats que j'avais lancé avec Zachary. Mais écoute, j'ai changé mes stratégies. Si on regarde la dernière game, il y a quand même 3 points, si je ne me trompe pas. Donc, il s'est placé. Mais j'aimerais juste peut-être revenir, si tu regardes mes contrats, Mika, j'aimerais juste ça regarder. J'ai échangé Nick Suzuki contre un Gauthier. Contre un Gauthier qui est déjà plus de points que Suzuki à mes manches, mais qui m'a déjà été signé à 4,5 à 4,25 pour 8 ans. Je pense que vraiment, ça va être une énorme aubaine à long terme. Là. Oui, c'est sûr. Cutter Gauthier qui est encore très jeune, en plus, 21 ans, et qui produit plutôt bien, je pense. À la prochaine recote qui est projetée 88 overall, alors que si on regarde ses stats actuellement, oui, c'est 6 en 6 avec les Rebelles et 16 en 23 avec les North Stars. Et si on regarde dans la vraie vie avec les Ducks, c'est 31 en 28. Donc, c'est une très belle acquisition pour les Rebelles. Qui, la plupart de leurs échanges, je trouve qu'ils sont très bien réussis. Ouais. Sinon, si on regarde, vous les boys, est-ce que vous voyez des joueurs qui pourraient en donner plus dans les statistiques? Ça laisse commencer, Zach. Ben écoute, c'est sûr que Nathan McKinnon, on en a déjà parlé, mais doit clairement donner plus. Écoute, Nathan McKinnon, c'est une superstar. Si c'est pas le meilleur joueur de la LNH en ce moment dans la vraie vie, écoute, c'est pas n'importe qui quand même. Un pauvre 19 points, c'est assez décevant. Après ça, écoute, je pourrais parler de Philippe Horneck, qui n'a pas un si bon début de saison que ça pour un gros défenseur quand même chez Rebelle, qui doit le faire jouer offensivement, j'imagine, qui doit l'utiliser sur son deuxième power play. Puis une grosse équipe là, à Québec, puis on veut que ça produise, on veut que ça marche. Fait que je pense que c'est juste pour ça qu'il est en dehors du top 10. Si ces joueurs se mettent à produire, ça va être réglé là, parce que c'est une très belle équipe sur papier, bien gérée, avec de beaux contrats, de la belle profondeur, des belles top lines, une belle défense. Écoute, moi, je vois vraiment aucune faiblesse chez Rebelle. Si on regarde du côté du Club École, les Outlaws, donc Vrana qui mène l'équipe avec 20 points en 20 matchs. Donc, c'est pas une équipe qui a l'air d'avoir des gros prospects, mais que si on réussit à aller chercher une coupe et on recommence avec une reconstruction, on pourrait effectivement aller en chercher. Ensuite, si on regarde l'alignement, c'est pas mal beau. Au niveau des lignes, on voit des plus partout. Ils sont très bien gérés les lignes. Notamment la première et la deuxième ligne qui est très forte selon moi. McKinnon entouré de jeunes Dylan Gwenter et Cutter Gauthier. Alors que Barbachev est entouré de Hintz et Patterson. Je pense que c'est dans les leaders. Sébastien, toi, est-ce que tu es content des lignes que tu as faites? Oui, je suis vraiment content. Là. Écoute, c'est sûr que, comme on mentionne, j'aimerais vraiment ça que McKinnon en donne plus. J'ai fait mes recherches, j'ai parlé avec du monde, j'ai changé des rôles, j'ai changé des stratégies. Je pense que mon équipe était beaucoup trop offensive. Donc, c'est le fait que je me faisais compter beaucoup de buts et que mon attaque n'était pas capable de combler la différence. Donc, j'ai fait beaucoup de changements de rôle. Donc, le match dernier, ça m'a permis de l'emporter 7-3. Ça avait mal commencé, mais mon offensive a pu reprendre le contrôle là-dessus. Donc, c'est ça. Je pense qu'avec les changements que j'ai faits de rôle et de stratégie, ce qui est vraiment important à la Ligue, ça va me permettre d'avoir une belle séquence. Toi, Zachary, ces lignes-là, tu les trouves comment? Ouais, moi, en tout cas, je trouve également une amélioration dans ces lignes-là. Effectivement, beaucoup d'équipes dans la Ligue qui misent seulement sur l'offensive et qui oublient complètement la défensive et même le côté physique, là, le côté physique qui est très souvent oublié, mais ça compte pareil dans notre simulateur. Là. Donc, on voit là, le deuxième et le troisième trio qui sont rendus vraiment plus physiques et défensifs, avec les défenseurs avec des rôles défensifs. Un quatrième trio qui, justement, est peut-être un peu meilleur que la moyenne. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des joueurs dans les 70 sur le quatrième trio, donc c'est bien d'avoir misé sur l'offensive. Lorsqu'ils sont sur le jeu, ils pourraient peut-être marquer. Puis sinon, à part de ça, moi, les lignes sont vraiment bien faites. Si je vois une faiblesse là-dedans, mon Dieu, c'est vraiment difficile d'en voir une. Là.
Euh, hmm, Peut-être un Je pense défenseur que vraiment ma seule élite là, dans faiblesse, les c'est Cody 90. Ceci. Ouais, c'est ça. C'est Cody Ouais, Ceci, c'est ma seule faiblesse, je oui, pense. Cody Ceci, ouais, qui pour même plusieurs équipes, il serait même pas une faiblesse, là. C'est juste en regardant les forces de tes joueurs, là. Puis, genre, mais sinon, les défenseurs, c'est quand même, c'est correct, là. C'est sûr, avec Gustis Bear, t'aurais peut-être été mieux en power play. Ça aurait été un vrai bon def offensif, là. Ouais, nargue-moi Mais, encore. ouais. Mais sinon, à part de ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment bien fait. Puis toi, Zach? Ben écoute, c'est une équipe qui a vraiment aucune faiblesse. Moi, Cody City, j'appelle pas ça une faiblesse. Tu sais, à un moment donné, faut que ça marche sur ta masse salariale, fait que t'as pas le choix d'avoir des joueurs un peu moins bons. T'as un très bon joueur sur le troisième paire, avec un Mason Lowry, fait que c'est pas vraiment gênant. Écoute, Lowry peut rattraper les erreurs de Sissi, puis c'est bien correct comme ça. Fun, c'est une très belle attaque. Écoute, quand tes deux premiers centres, c'est McKinnon puis Inns, on peut se le dire, t'es en Cadillac, là, tu roules dans une voiture de luxe, là. Puis, son quatrième trio, écoute, un quatrième trio qui doit distribuer beaucoup de mises en échec avec un Brandon Duhem Ouais. on sait qu'il est assez baveux, hein, Brandon Duhem, puis Oui. Kevin Stenlund qui est capable de donner de bonnes mises en échec. Écoute, c'est pas gênant. Puis un Mikheyev qui est capable d'apporter des bons tirs au but puis des bons jeux. Fait qu'écoute, j'ai rien à dire de mal sur cette équipe-là, honnêtement. Là. Peut-être juste, moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est un manque de prospects, mais c'est normal quand tu y vas all-in comme ça. Son équipe va peut-être durer un bon 5-6 ans, fait que c'est pas grave. Là. Puis, ouais, la seule chose que je rajouterais, c'est les gardiens de but. Je pense que c'est malheureusement à l'époque que ça aurait été vraiment une belle acquisition. Là. Une fois que les Rebelles passent top 10, il s'en vient avec l'équipe. Mais c'est vraiment c'est la seule faiblesse qui nuit peut-être un peu à l'équipe. C'est Dustin Wolf Ouais, présentement. je crois qu'avec Hellebuck, Ouais, mon équipe je pense qu'elle va stepper up. Là. oui. Oui, je donne, oui, dans ce sens-là, je donne Inns. Je reçois Forsberg pour en compensation, mais je pense que mon talon d'Achille, c'est mes gardiens, là, présentement. Là. J'ai toujours eu la misère avec mes gardiens. Ouais. Et si on regarde dans les dernières transactions, donc on a été chercher Capo Caco en retour de Ryan Suzuki et Anthony Manta, une très, très belle transaction. Ben, Une cette transaction qui est transaction-là chevalier. était vraiment beaucoup pour aider le DG des Panthers à être correct sous le plafond salarial. Là. Également avec les Chevaliers, qu'on a été chercher Mackenzie Weegar en donnant, on n'a pas tant donné beaucoup non plus. On voit Kevin Ball, Ty Smith, un choix de 5 et un choix de 4. Également avec les Black Hawlers, on a été chercher Taylor Hall pour Cody Glass. Une autre avec les Chevaliers. Moi, j'aimerais bien retrouver l'échange de Nathan McKinnon. C'est avec Euh, les Chevaliers. Peut-être celle-là. Non, non. Mais celle-là était bonne aussi. Euh, Ouais, j'ai fait plusieurs transactions cette non, année. c'est vraiment. Ça va être les Chevaliers. Si on la retrouve, là. Est-ce que ça doit être elle? ouais, 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 Exact. cinq. exactement, elle. Donc, les Chevaliers qui ont reçu Rupi Ince, Mikko Rantanen, Smith, Murtia, un choix de 2, un choix de 5, contre Shinaka, Batterson et Nathan McKinnon. Et éventuellement, on a été rechercher Ince en envoyant Svechnikov, Peterson, Uso et un choix de 1. Donc, oui, c'est des transactions qui sont excellentes pour aller, comment dire, pour aller chercher la coupe cette année. Sinon, vous, les gars, vous voyez des transactions qui auraient pu être évitées du côté des rebelles ou. Je te laisse commencer, Zach. Ben écoute, pour moi, je vois juste des transactions gagnantes, comme le meilleur exemple, Capo Caco, qui a connu une très bonne saison l'année passée. On donne à Anthony Manta, que oui, il connaît une bonne saison cette année, mais selon moi, c'est juste un feu de paille, ça ne durera pas. Fait que très bonne transaction, même si c'était pour aider salarialement. Ça va bien veiller. Ensuite, écoute, la transaction de Nathan McKinnon, quel coup? Écoute, quand tu peux aller chercher un des deux meilleurs joueurs, parce que tu sais, McKinnon, c'est soit c'est le meilleur, soit c'est le deuxième meilleur. Fait que quand tu peux aller chercher un joueur qui est top 2 dans la Ligue nationale, c'est vraiment super, là. Et en plus, tu vas chercher avec ça un Europeans. Écoute, c'est quelque chose qui va bien vieillir pour l'équipe. Puis, écoute, juste des bons coups, selon moi. Là. Ensuite, la transaction pour Mackenzie Weegar, un coup de génie. T'envoies Kevin Ball pour un défenseur qui est capable de jouer des minutes de paire numéro 1. Écoute, c'est juste du génie. Là. Toi, Moi, Zachary? moi aussi, pour de vrai, j'ai juste vu des transactions gagnantes du côté des Rebelles.
À moins qu'on peut remonter les vieilles transactions du début, voir s'il y a des coûts qui étaient plus manqués. Donc là, celle-là, c'était Lacombe contre. Ouais, Ouais. ça, c'est peut-être ma moins bonne, mettons. Je voulais pas qu'elle sorte, mais c'est pas mal ma moins bonne, celle-là. Fait que, ouais, je vois le choix de première ronde puis le C'était choix ma de deuxième première, OK? ronde. On peut la cacher. Non, parlez-en, Ah non, c'est mais, correct. Écoute, non, pour vrai, celle-là, je l'ai vraiment perdu, cette transaction-là, la première, vraiment, vraiment, vraiment. mais Loris en est quand même bien sorti pareil. Ouais, mais Jackson Lacombe, c'est tellement un Oui, très bon défenseur. Hein. oui. finir Ça, moi, ça a été réalisé pendant le draft initial. Ouais, OK. pendant le draft, c'est ça. OK. Mais sinon, c'est ça. Sinon, à part de ça, toutes des transactions gagnantes, selon moi. Peut-être Là, Mathieu Olivier aussi, c'était peut-être pas ma. Ben, Mathieu Olivier, c'est un très. C'est ça, c'est un joueur qui n'en a pas beaucoup dans la ligue, un peu comme un Tom Wilson, mais en moins bon, là, évidemment. oui. Ouais, c'est vrai. Fait que oui, celle de Mathieu Olivier, malgré que Stallone, c'est quand même un pas pire remplacement, mais c'est vrai qu'on a donné Comfort, mais ça a permis de sauver de la masse. Sinon, Ouais. j'ai bien aimé aussi l'échange de AO. On n'a pas donné des. On a même été chercher Corner Geeky en retour de ça. Puis également, si on peut revoir la transaction avec les North Stars pour Cutter Gauthier, Moi, je pense cela qu'elle est m'a en fait haut. sauver là, énormément sur ma masse Oui, salariale. ouais. Vraiment. Tu peux remonter, c'est avec les North Stars. Ouais, je pense que c'est celle-là. Ouais. Ah, ok, oui, c'était Suzuki contre Gauthier, c'est vrai, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Il y en avait beaucoup au début qui disaient, mais voyons, moi, je ne donnerais pas Nick Suzuki contre Cutter Gauthier, mais si on voit l'extension salariale qui a été signée pour Gauthier, là, je pense que North Stars, en plus, avec la saison que Cutter Gauthier connaît en ce moment, le North Stars va peut-être finir par le regretter. Là. Effectivement. Je pense que oui, parce que Cote Gauthier, son plafond est très élevé. Il y a plus Ouais. de points que Suzuki au même âge. Je sauve à peu près 7-8 millions sur ma masse salariale. Donc, non, c'est une belle transaction. On a pas mal fait le tour. Moi, je pense que les Rebelles de Québec, c'est une équipe très bien bâtie qui devrait être plus haut que ça et qui pourrait éventuellement l'être. On aura probablement un match demain du côté Rebelles, oui, face aux vieux sénateurs qui ne connaissent pas une grosse saison, je pense. Les sénateurs 20e dans la ligue, justement, je pense que c'est une chance de rebondir du côté des Rebelles. Est-ce que tu avais d'autres choses à mentionner sur ton équipe, Sébastien? Non, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai présenté ce que j'avais à présenter. Là. Merci beaucoup. Et vous, les gars? Non, Non. moi non plus, mais je crois vraiment que les Rebelles vont remonter top 10. Là. On l'a vu, leur calendrier. C'est un beau mois de décembre pour les Rebelles. Effectivement. Donc, maintenant, à ce qui est arrivé, il y a eu beaucoup de transactions, incluant mon équipe, le 33 des Basques. Donc, si on va regarder ça un peu. Je reste, moi. Donc, il y a eu une transaction entre les cousins et les Rapaces, envoyant Jaden Schwartz aux Rapaces en échange de Martinook et Nyman. Il y a eu la transaction, une grosse transaction du côté des Basques. Il y a aussi Saros, Pavel Buchnevich et un choix de 2 en retour de Shesterkin, Johnson et Vassalainen. Moi, j'ai décidé d'échanger mon Saros parce que j'étais vraiment déçu de ses performances. Je trouvais qu'il n'en donnait pas assez pour un gardien 88. Si on va voir ses stats, c'est quand même 3,26 buts accordés en moyenne par match, une efficacité de 0,88. Et j'étais. Mettons, Pavel Buchnevich, il fallait le donner. Moi, c'était pas sur ses stats, c'était plus sur son contrat. Je n'aimais pas son contrat que j'avais réalisé. Si on va voir ici. 6,5 millions pour 5 ans, je trouve que c'est un peu élevé pour Pavel Buchnevich, qui, je pense que dans la vraie vie, ne va pas très, très bien non plus. Si on va regarder ça. 13 en 29, effectivement, ça va vraiment pas bien pour Buchnevich. Ouais, Fait pour que, l'ensemble des Blues aussi. Ouais. ouais, c'est sûr que les Blues, Ouais. c'est pas une grosse équipe non plus. Je me dis à Zach, je reste, mais je sais pas. Mais oui, c'est une belle trade, justement. C'est une belle transaction des Basques. Surtout qu'on évite l'extension salariale de Buchnevich qui pourra pouvoir faire mal au futur de l'équipe. Puis en plus de ça, Ice Dogs qui se sont libérés, il fallait qu'ils se libèrent de 2 joueurs pour atteindre, voyons, la limite de 50 contrats.
on reçoit quand même Ryan Johnson. Ryan Johnson, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un ancien choix de première ronde des Sabres. C'est sûr, il est rendu à 24 ans. Il n'a plus bien de potentiel, mais malgré que c'est quand même un ancien choix de première ronde. Là, donc, puis, tu sais, il a quand même joué des matchs à Buffalo cette année. Il y a quand même 11 des ans pas pires stats d'expérience en avec AHL. Rochester. Moi, je trouve que pour un joueur jeté par les Ice Dogs, là, je pense qu'on aurait pu jeter pire que ça. Là. Je sais pas ce que tu Écoute, en penses, Zach. ouais, si je peux donner mon avis sur le trade, pour moi, Oui. c'est rien contre le 33 des Basses. Pour moi, Ice Dog en sort gagnant. Écoute, tu ramasses un UC Saros Oh, qui est encore assez élite, avec juste un 2 d'overall de moins. Écoute, c'est un bon downgrade. Tu ramasses un Pavel Buchnevich qui, certes, il est sur une mauvaise passe, mais un honnête joueur de deuxième trio. Ensuite, un choix de deuxième ronde. Écoute, avec un choix de deuxième ronde, c'est sûr que tu peux toujours ramasser des surprises dans le draft. On se rappelle que le Ice Dog est mhm. en reset. Ça veut dire un reset, c'est 2 ans environ que tu veux finir dans les bas-fonds. Fait que pour un Chesterkin, je trouve ça bon. Ensuite, Vesalainen, écoute, un AHLer. Pareil pour Johnson, que, écoute, quand il a joué ses matchs à Buffalo, il n'a pas bien fait. A été horrible pour avoir regardé des games de Buffalo un peu quand il jouait. OK, OK. Il y a juste en AHL que ça marche. C'est le genre de joueur que c'est super bon en Ouais. AHL, mais quand il arrive en NHL, c'est plus le même joueur. Il y a d'autres transactions qui ont été effectuées. On a envoyé Corey Perry, un choix de 4 pour Ryan Hartman. Je pense que Hartman va valoir plus à long terme que Corey Perry. Si on regarde. Je sais Corey pas, plus jeune aussi, là. On sauve de l'âge Ouais, côté de Ryan effectivement. Hartman. On perd Euh, peut-être l'expérience de Perry, mais à long terme, Ryan Perry Hartman va connaissait être pas meilleur. une grosse saison non plus, 17 en 27. Et je pense que Hartman a bien commencé du côté de Trois Pistoles. A marqué hier, je pense. Ryan Hartman. Oui, un but Oui. en un match. Mais ça reste une transaction qui. C'est pas la plus grosse des transactions non plus, mais ça reste pas une mauvaise transaction du côté des deux équipes qui vont chacun chercher deux joueurs qui sont plutôt qualifiés comme brasseurs. Et la dernière transaction, on a été chercher Montour et choix de première ronde et on a échangé notre futur Axel Sandin Pelika. Je sais que cette transaction-là était beaucoup. Le Léviathan qui disait qu'il donnait Oui. beaucoup, ben les autres. Toi, Zach Carey, est-ce que tu trouves que tu donnes beaucoup ou. Ben moi, écoute, j'ai grandement confiance à Axel Sandin Pelika. Si on regarde le développement des défenseurs des Red Wings, là, Moritz Seider, Simon Edvinsson, c'est des défenseurs qui ont été super bien développés. Axel Sandin Pelika, 20 ans, joue déjà dans la LNH, a quand même une belle production de points cette année. Ben, environ 10 points en 25 matchs, il me semble, pour de vrai, puis il joue même pas sur la première paire. Là, donc, moi, je suis pas inquiet pour Sandin Pelika. Montour, pourquoi on a décidé de s'en débarrasser? Ben, dans le fond, on voulait donner soit Gustis Bear, Brodin ou Montour parce qu'on a réalisé du côté de Léviathan que, premièrement, on n'allait pas gagner la Coupe cette année, surtout avec les équipes super fortes de l'Atlantique présentement. Là. On a plutôt décidé de se retirer et essayer peut-être même d'aller chercher un bon prospect au prochain repêchage. Donc, c'est ça. Puis Montour, pourquoi on l'a échangé, c'est que depuis qu'il a quitté les Panthers, c'est sûr que le club qui joue maintenant présentement, il est beaucoup plus faible. Mais les performances de Montour, on voit que même pour un défenseur qui joue sur la première paire, là, s'il n'est pas au sein d'un club super champion comme les Panthers, c'est un défenseur de 40 points. Oui, c'est un bon two-way, il peut jouer très bon défensivement aussi. Mais pour de vrai, Sandin Pelika, moi, je ne suis pas inquiet que ça va devenir un défenseur élite. Et notre choix de première ronde, on sait que le Léviathan, on va être encore plus fort l'année prochaine. Donc, ça risque d'être un choix late de première ronde. Et vu que le repêchage de cette année offre beaucoup de profondeur, on préférait donner le premier round 2027 au lieu de celui de 2026. Mais non, oui, effectivement, l'échange comme ça paraît que c'est comme si j'avais perdu, mais le futur nous dira si l'échange est perdu ou non. Moi, je suis prêt à prendre le risque. Toi, Sébastien, t'avais-tu quelque chose à rajouter sur cette transaction-là? Ben, écoute, c'est sûr que c'est une transaction un peu risquée, mais c'est vrai que Sandin Pelika, je pense que son plafond est quand même assez élevé. Montour pour un choix de première, je pense que c'est assez fair comme transaction. Toi, Mika, tu reçois un joueur établi, un joueur qui va t'aider immédiatement. C'est sûr que c'est peut-être plus le joueur, comme que Zach disait, de 70 points avec la Floride.
mais c'est certain qu'il va aider ton club tout de suite. Tandis que Sandin Pilika, Zachary, il avait besoin d'un défenseur qui va l'aider à moyen long terme. Moi aussi, je crois au potentiel de Sandin Pilika. Je crois qu'il va devenir un très bon défenseur. Mais ça va vraiment être à long terme qu'on va pouvoir analyser cette transaction-là et voir qui a gagné et qui n'a pas gagné. Puis toi, Zach? Ben écoute, selon moi, c'est clairement un overpay, mais c'est sûr que ça peut bien finir dans le futur, mais pour l'instant, selon moi, c'est un overpay. Écoute, un choix de première ronde du draft 2027, le draft de Lyndon Dupont et de Jérémy Roubek en WHL qui produit très bien. Écoute, pour moi, c'est une transaction qui peut mal vieillir, comme qui peut bien tourner, mais pour l'instant, j'appelle ça un overpay parce que je pense que Axel Sandin Pellikka a le plafond de Brenton Montour. Puis Brenton Montour joue quand même des minutes honnêtes à Seattle. C'est sûr que c'est plus le défenseur de la Floride, mais il joue très honnêtement. Puis écoute, un choix de première ronde, tu peux toujours aller chercher un bon espoir qui peut très bien se développer. Fait que pour moi, clairement, une bonne transaction pour le 33 des Basques. Et donc, si on regarde également les autres transactions, une transaction entre les Vipers et les Ice Dogs qui, je pense, a été gagnée par les Ice Dogs, qui ont été chercher des jeunes, puis on sait qu'ils sont plus en reconstruction. On a donné Fiala, je veux bien, mais je pense que ça a été gagné par les Ice Dogs, Bolduc, Beck, Mashelly, tous des gros joueurs, c'est tous des joueurs jeunes qui peuvent en donner. Sinon, ici, Sagan Tyler en retour de Lamoureux et McCabe. Donc, il y a eu plusieurs transactions, mais rien de gros, d'énormes comme celle Toi, Zach, celle es-tu du content de 33. l'acquisition de Sagan Tyler? Content, mais je l'ai cher payé. Écoute, c'était clairement un overpay là-dessus. Euh, J'entre pas dans les raisons de l'overpay, mais oui, un overpay. Puis écoute, au moins, Sian Gataller est très bon défensivement. Puis il va aider mon désavantage numérique qui est vraiment qui était vraiment atroce. Là, ça s'est replacé dernière game parce que j'ai passé la game en pénalité, puis je les ai quasiment toutes tuées, comme d'habitude. Mais écoute, je suis content quand même si j'ai overpay. Donc, je pense que pour les nouvelles, on peut regarder maintenant avec le classement, le 33 des Barges qui ont quand même pas mal monté. Je me rappelle plus trop du classement de la dernière fois. Les Frogs qui continuent de descendre. Tu peux aller dans la page de classement, puis on va voir les équipes sont sur quelle séquence, dans Ah, ok, statistiques, puis oui, dans ok. le classement. Ouais, ici. Ouais, Donc, ouais, 7 victoires de suite. 7 victoires de suite pour le 33, 6 pour le Cascade Elite qui n'ont jamais été vaincus avec le nouveau assistant DG. Frogs 2 sur 1, mais je pense qu'ils en perdent pas mal. Les Canadiens sur 3 défaites de suite. Les Sinon, Rusties aussi, une semaine difficile. oui, les Rusties aussi qui ont baissé. 3 défaites de suite. On perd contre les Marquis, le 33 et. Vous allez voir. Écoute, Et les Nordiques. à part les Panthers, il n'y a aucune surprise Panthers dans le 4 top de 10 suite présentement. encore. Oui, c'est ça, les Oui, Panthers. Oui. qui ne ralentissent pas pour de vrai. Là. C'est vraiment surprenant. Semaine difficile aussi du côté de Jonquière. C'est notre première victoire depuis longtemps. Écoute, ça fait du bien après plusieurs défaites d'affilée. Fait que, Et également, je contre les Basses, c'est présentement 2-1, Marc Oh, Jonquière. mon Dieu! Montour qui continue de produire, mais Demelo et Draisaitl qui a produit. Hey! Oui, Plus de tirs pour Draisaitl, les ça va marquer mieux ces aussi. temps-ci, Ben je pense. voyons. Du côté des joueurs, Kaprizov, il step Pasternak up. Ouais. qui reste le leader. Kaprizov, Koulé le suivent. Pas grand-chose de nouveau à part que McDavid descend. écoute, Jack Hughes aussi qui a une saison surprenante avec les Oui. Rapaces qui sont un club de milieu de classement, bas classement, je dirais. Écoute, John Leo qui essaie d'améliorer son équipe puis qu'on voit sa hargne, écoute, qui lâche pas, qui ne baisse pas les bras. Puis Jack Hughes qui croit au plan de John Leo puis qui continue à suivre l'équipe puis qui se démarque pour stepper up les Rapaces. Ben ouais, il a même été chercher seulement Jaden Schwartz, un joueur d'expérience. Ça veut dire que du côté des Rapaces, là, en plus du Schwartz, il me semble qu'il est quand même assez vieux, me semble. Peut-être qu'il lui reste encore, je sais pas il a quel âge exactement, là, mais je sais qu'il est dans la trentaine. Là. Mais il doit lui rester peut-être 3-4 saisons derrière la cravate. Là. Ça veut dire que les Rapaces, là, ils vont s'en venir. Là. Et toi, c'est quoi ton avis là-dessus, Sébastien, sur les Rapaces? Écoute, je pense que c'est un bon club quand même bien géré. C'est sûr qu'avec Hughes, Bédard, Dobson et Shear, Schaefer surtout,
Je pense que c'est un club qui va être dangereux à très long terme. Bon, ben parfait. Effectivement. Ouais, moi, ça me fait Et- les Rapaces, ils me font un peu penser à mon club. Moi, je trouve. Puis, en termes de jeunesse et de joueurs d'expérience, là, je trouve que c'est un club qui a un corps très jeune comme moi. De vrai, les Rapaces, dans le futur, ça risque d'être un de mes compétiteurs, là. Ouais, effectivement. Maintenant, on pourrait aussi, si on va regarder présentement les séries, on pourrait aussi prendre un look aux séries puis peut-être faire nos Ouais. petites prédictions d'avance pour le moment. Si ça vous intéresse? Oui, bonne idée. Donc, si on commence avec les Panthers puis les Rusties, les Panthers sont sur ça va vraiment bien, mais on voit que en expérience de série, c'est seulement 83 overall, tandis que les Rusties, c'est 86, donc un peu plus. Puis moi, je vois le Rusties, s'ils jouent bien, sortir les Panthers, mais si les Panthers continuent de sortir ou continuent de surprendre, ils pourraient sortir les Rusties, mais moi, je dirais Rusties en 6. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben écoute, je pense que c'est un peu tôt pour se prononcer, écoute, dans la saison, mais c'est sûr que j'irai quand même pour le Rusties parce que c'est un directeur général qui se donne, puis qui est émotif avec ses joueurs, puis que Mhm. on le voit pendant les matchs, écoute, il parle à son entraîneur-chef, puis c'est du hard coaching, là, on le voit clairement, puis c'est une équipe qui est capable d'être dominante. Il y a des rumeurs que Rusty aimerait peut-être rechambouler le club au complet puis le bâtir de nouveau à son image. Si jamais ça n'arrive pas puis qu'il continue à garder ce club-là expérimenté, moi, on dirait que j'ai peur maintenant de de miser contre les Panthers, là. Ils m'ont tellement surpris que moi, je pense que les Panthers sortiraient Rusty en 7. Ouais, Sébastien. Pareillement, moi, je pense que à voir comment que les Panthers réussissent à sortir du lot, je miserai jamais contre les Panthers. Ils vont sortir encore un lapin de leur sac, un Ouais. Panarin et puis un Cider qui va dominer. Je ne verrai pas comment ils sortiraient qui sortirait perdant de cet affrontement-là. Basque, Léviathan. Oh. À long terme, le Léviathan n'est pas beaucoup meilleur, mais à court terme, je pense que les Basques sortent le Léviathan 5-6 matchs. On a été chercher beaucoup de joueurs du côté de moi des Basques, mon équipe, effectivement. Ouais. Écoute, je mise sur toi aussi parce que je te dis, le Léviathan, ils seront probablement plus là, plus dans le portrait des séries rendu là. Mais oui, effectivement, avec les équipes actuelles, je mise sur les Basques même en 5-6 aussi, oui. Yes. Puis écoute, de même, je mise aussi sur les Basques parce que moi, j'ai entendu une rumeur, écoute, cette semaine, que ça a l'air que le Léviathan veut prendre un virage pour la Oui, jeunesse. Puis que j'ai oui, entendu dire qu'il était très intéressé au draft par le défenseur Xavier Villeneuve, qui est d'ailleurs Oui. la j'ai très capsule. hâte à ta chronique, oui. Fait que, Oui, ça. oui, j'ai très hâte. Donc, toi, Sébastien. Bah, certainement, là, c'est sûr que c'est 33 des Basques qui sortiraient vainqueurs de cet affrontement. De cet affrontement-là, je pense que l'équipe à Léviathan Nazac n'est pas encore mûre pour Ouais. performer en série. Mhm. Mais il va être à surveiller dans les prochaines années, par exemple. Ouais. Donc, le temps file, je viens juste de voir ça. On pourrait passer à la capsule. Au pire, on pourrait se faire un épisode dédié à ça, d'analyser ça plus tard, Écoute, donc ça va être plus clair. fait que, aujourd'hui, écoute, on va parler de ma capsule porte sur le jeune défenseur Xavier Villeneuve. Il n'a pas Euh, été écrit, Mika. Il va pas être là? Non. Ah, je sais pas. de, de l'Armada de Blainville-Boisbriand, écoute, qui connaît une très bonne saison en ce moment, de 31 points en 26 matchs, un total de 5 buts puis de 26 passes. Écoute, moi, j'ai regardé jouer Xavier Villeneuve cette saison, puis c'est un défenseur qui a de la hargne, qui est capable de jouer offensivement, puis très bien défensivement aussi, qui est utilisé sur le désavantage numérique à Blainville, puis qui tue des punitions. C'est un défenseur qui joue dur, puis c'est un défenseur que, malgré son petit gabarit, il n'a pas peur d'aller dans les échauffourées après le sifflet, puis d'aller un peu mal parler avec les joueurs, puis de leur faire signe. Fait que, selon moi, écoute, un très bon prospect, d'ailleurs, qui est projeté pour sortir 8e overall. Écoute, ça peut encore changer, mais un prospect qui va être à surveiller, qui est beaucoup, beaucoup comparé à Miro Iskanen avec un plus petit gabarit.
OK, bon, ben, c'est des bonnes choses à entendre, oui. Écoute, en plus, on est une ligue québécoise. Je serais vraiment pas surpris que Xavier Villeneuve sorte peut-être même avant la position qui est projetée, là, vu l'intérêt qu'on a envers les joueurs québécois. J'aimerais vraiment ça aller le chercher, mais écoute, ça va être très difficile, là. Va falloir que je paye. Je pense pas que je vais être capable de descendre aussi bas que ça, vu les clubs qui tankent présentement dans le classement, là. Là que tu Euh, t'avances pour aller chercher. ouais, il va falloir que je paye pour aller le chercher. Puis, ben, on verra. C'est sûr que comme Isaac l'a dit, moi, moi, j'aime beaucoup avoir un mix entre des défenseurs défensifs et des défenseurs offensifs. On vient d'aller chercher Axel Sandin Pelika qui est défenseur offensif. Sinon, présentement, ma défensive est à 3 défenseurs défensifs, 3 défenseurs offensifs. Euh, donc, peu importe si c'est un défensif ou un offensif, moi, ça ne me dérange pas. Mais je regardais selon mon rang de sélection, puis je voyais un Albert Smith, quelque chose comme ça. Puis voyons, comment il s'appelait? Mads. Mon Dieu, je me souviens plus, je me souviens plus de leur nom de famille, là, mais j'ai regardé, voyons, non, il faudrait que tu regardes sur Tank Captain, le mock draft 2026, là, où est-ce qu'il classe justement, on va pouvoir voir où est-ce qu'il classe Xavier Villeneuve. Si tu tapes mock draft, normalement, c'est lui, Tank Captain, le troisième. Ben, écoute, moi, je te le dis, je me suis pas fié sur Tankathon, là. Je me suis fié sur les listes des experts puis sur mon avis personnel à moi, là. Ah non, non, mais je veux juste te dire c'est lesquels défenseurs que moi je vise si je peux pas avoir Villeneuve. Fait que juste remontrer le site, puis je Ouais, vais c'est tout de suite me ça. souvenir des noms que j'avais vus. Alors, ce sera peut-être des prospects qu'on pourra parler dans les prochains podcasts. Ben Euh, oui, avec plaisir. Toujours là pour parler de prospect. oui, oui, moi je serais bien content. Villeneuve rendu 9e. Ouais, ouais, ok, il avait bien raison, autour de 8. C'est des défenseurs qui sont plus bas, donc si tu descends, on va les voir. Ryan Lynn. Euh, Encore plus bas. Moi, je me suis fié que j'allais peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, Albert Smith et Malte Gustafsson, 2 grands défenseurs. Il me semble des défenseurs défensifs. Donc, 9 points en 14 matchs. Le U20 national, qui n'est pas une ligue très, très forte. Donc, je doute que c'est un défenseur qui joue bien défensivement. Même chose aussi pour Albert Smith, 12 points dans la Liga en ce moment. Donc, c'est ça. Si je ne réussis pas à avoir Villeneuve, je vais me contenter probablement d'un de ces deux-là. Toi, Sébastien, ton avis sur le mock draft pour le moment? Écoute, pour être franc, étant donné que j'ai 0 choix de première ronde au repêchage dans les 4-5 prochaines années, je ne me suis pas arrêté au mock draft, malheureusement. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop regardé ça. J'en ai plus beaucoup non plus. Écoute, je peux vous en parler. Écoute, moi, quand je regarde le mock draft, je trouve que si tu peux Ouais. remonter un peu, je trouve que Gavin McKenna est classé un peu haut, surtout qu'il continue à connaître des semaines creuses. Je trouve Oui. que Ivan Stenberg pourrait être premier autant que Veroff. Puis un autre espoir très sous-estimé, c'est Tinan Lawrence, qui connaît une bonne saison. Qui est la propriété des Saguenay-Chicoutimi dans la LGMQ. On se souvient, à son draft, avait refusé d'aller jouer à Chicoutimi. Euh, donc, pour moi, c'est un draft clairement intéressant. Il y a aussi le défenseur Chase Reed qui fait juste monter depuis les dernières semaines, qui était même pas dans la première ronde en début de saison. Il était classé en troisième ronde. Fait que, quel Oh, monté, Chase Reed. ouais, ouais, on le voit, il performe bien, oui, oui. Donc, oui, effectivement, moi, je pense que McKenna premier, s'il poursuit ses performances actuelles, on voit juste la différence de points là, entre Veroff et McKenna. Il y a juste 7 points de différence, puis Veroff, c'est un défenseur. Puis on Hum, voit que Ivar Stenberg domine complètement la SHL présentement. Puis la SHL qui est quand même une ligue, quand même une bonne ligue, là, je dirais. Je sais pas si c'est aussi bon que la NCAA, là. Mais en tout cas, c'est quand même une ligue d'adultes, donc je serais pas surpris de voir McKenna peut-être même descendre jusqu'au troisième rang, là. hum, de même. Oui. Ok, parfait. Bon, je pense que c'est à peu près ce qui fait le tour de notre, notre podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Également à Sébastien Poirier pour l'analyse des rebelles. Au prochain, il n'y a rien de confirmé, mais on risque de commencer un nouveau thème
on va essayer de faire notre estimation pour les Olympiques qui s'en viennent en février, de faire notre line-up qu'on pense qu'il va avoir. On va essayer de faire chaque pays. Dans le fond, prochain podcast, ça risque d'être sur le Canada. Beaucoup de joueurs qui pourraient être sélectionnés, donc ça va être intéressant à voir. Et je pense que prochain podcast, on risque d'avoir le Canadien de Montréal comme équipe à analyser. Donc on sait que ça pourrait. Entre Marquis et lui, c'est pas. Non, ça va être relax. Et c'est ce qui conclut ce podcast. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci À la beaucoup. prochaine. Merci. À la prochaine.